Vladimir Poutine rendait visite à M. Loukachenko, Alexandre Loukachenko de Biélorussie, pour discuter notamment des missiles Iskander qui vont être déployés et stationnés en Biélorussie. Et voici ce qu'il a déclaré. Attendez, ce n'est pas le bon extrait. Voici ce qu'il a dit à ce sujet, ce qui met l'Occident collectif dans un état d'alerte assez important. Voici ses propos. La première chose que je voulais dire à ce sujet, c'est que nous avons déjà fabriqué le premier complexe de missiles Oreshnik en production de série et qu'il a déjà été déployé. Le missile Oreshnik est désormais produit en série, compte tenu des tests qui ont eu lieu l'année dernière et de la peur que cela a suscité en Occident, ainsi que de la puissance de ce missile. Cela a causé des problèmes importants. Mais ensuite, un député russe a fait une déclaration particulière concernant la menace des sous-marins nucléaires. Viktor Vodolatsky a répondu à la menace de Donald Trump concernant les sous-marins nucléaires, le déplacement de sous-marins nucléaires vers des régions appropriées, en déclarant « Il y a beaucoup plus de nos sous-marins nucléaires dans les océans du monde et ils possèdent les armes les plus puissantes et les plus fortes. C'est pourquoi les deux bateaux de Trump qu'ils flottent. Ils sont sous la menace des armes depuis assez longtemps. » Des mots très forts. Je veux dire, ce moment rappelle beaucoup la guerre froide. C'est vraiment un nouveau moment qui ressemble à la guerre froide, où la Russie se prépare de manière très importante, Brian, à ce conflit plus large, et les Oreshnik en font désormais partie. Beaucoup de gens ont dit que ce n'est pas une menace directe, que cela ne veut pas dire grand-chose, que cela ne signifie pas que des armes russes vont être utilisées, mais elles sont disponibles. Et c'est très important pour un pays comme la Russie, qui est actuellement sous une menace importante. Qu'en penses-tu? Eh bien, c'est la Russie. La Russie doit démontrer une dissuasion significative contre les États-Unis et leurs États clients, car sinon on voit bien que les États-Unis continueront simplement à prendre encore et encore. Ils utilisent cette stratégie de la tranche de salami, où ils prennent juste un tout petit peu à chaque fois pour que ça ne semble pas être un gros problème. Mais avec le temps, cela finit par s'accumuler. Ils ont fait exactement la même chose avec l'Iran au Moyen-Orient, et ils ont fait exactement la même chose avec la Chine dans la région Asie-Pacifique. Et en fait, nous avons déjà vu le conflit avec l'Iran aboutir à une guerre ouverte. Et c'est exactement ainsi que ces autres conflits vont se dérouler. Et les États-Unis croient honnêtement qu'ils pourraient finir par mener une guerre directement contre ces pays. Ils soupçonnent qu'ils peuvent le faire sans que cela n'escalade en une guerre nucléaire, ou bien ils pensent d'une certaine manière qu'il s'agirait d'une guerre nucléaire limitée. Et ils se sentent, et il y a peut-être une part de vérité là-dedans, de l'autre côté de la planète. Ils ont des océans entre eux et tous les autres. Ainsi, lorsqu'ils provoquent tous ces meurtres, ce chaos, cette mort et cette destruction d'un bout à l'autre de l'Eurasie, ils détruisent tout là-bas, tandis que les États-Unis restent intacts de l'autre côté de la planète. Les États-Unis ont leurs forces déployées à travers le monde, et ils sont capables de projeter cette puissance militaire d'une manière que ni la Russie, ni la Chine ne peuvent égaler. Bien sûr, l'Iran ne le peut absolument pas, et cela leur donne donc un avantage. Ils constatent qu'avec le temps, avec la montée du multipolarisme et le déclin de l'unipolarisme dirigé par les États-Unis, cette opportunité ne durera pas éternellement. Ils essayent donc d'en profiter tant qu'elle existe. Maintenant, vous parliez de l'Oreshnik et du fait que ces armes, ainsi que d'autres, ont été déployées en Biélorussie. Ce que fait essentiellement la Russie, c'est étendre sa protection et en quelque sorte intégrer presque la Biélorussie à la Fédération de Russie. Car si elle ne le fait pas, les États-Unis utiliseront leur autre super-arme dont beaucoup de gens ne semblent pas vraiment parler ou remarquer.
Et c'est là la capacité de l'Amérique à infiltrer et à capturer politiquement une nation ciblée. C'est ce qu'ils ont fait en Ukraine, ce qui a provoqué cette guerre à l'origine, ce qui a court-circuité la capacité du peuple ukrainien à poursuivre ses propres intérêts et en fin de compte à commettre un suicide national. Et ils ont ouvertement tenté de faire la même chose en Biélorussie à de nombreuses reprises au cours des 2 ou 3 dernières décennies, depuis la fin de la guerre froide en somme. Ils font la même chose ici, dans la région Asie-Pacifique. Ils ont déjà capturé politiquement l'Europe. L'Union européenne est essentiellement un projet américain, une extension de la politique américaine. Les gens demandent toujours « Pourquoi l'Europe fait-elle cela ?» Ils détruisent leur propre économie. Pourquoi font-ils cela? Parce que les personnes au pouvoir ne représentent ni ne reflètent les intérêts de l'Europe. Elles reflètent les intérêts de Washington, qui les a placés là. Ils veulent créer les mêmes dynamiques ici, dans la région Asie-Pacifique. Et ils ont déjà fait cela, dans une large mesure, au Moyen-Orient. Ils y ont toutes sortes de proxys qui mènent des guerres et des guerres par procuration contre leurs propres intérêts, afin de servir l'hégémonie américaine à l'échelle mondiale. Voilà donc la menace à laquelle la Russie, la Chine et l'Iran sont confrontés, et je dirais même le multipolarisme dans son ensemble. La réponse à cela doit être globale, car les États-Unis mènent une guerre totale contre eux. Non seulement ce député russe a-t-il déclaré clairement « Nous avons nos armes pointées sur vous, nous avons nos sous-marins pointés sur vous. Ils sont plus efficaces, ils sont là depuis assez longtemps. » Mais en ce qui concerne le missile, YARS, c'est une arme vraiment puissante. Et même si oui, les États-Unis, pour reprendre l'argument de Brian, en ont la volonté, ils veulent s'étendre, ils veulent avancer. La Russie et la Chine, ces pays-là, ne veulent pas mener de guerre d'agression. Alors, que pensez-vous de la situation globale et de la réponse de la Russie dans ce contexte? Eh bien, vous savez, encore une fois, je pense qu'il est important de souligner que la Russie a été très mesurée tout au long de la guerre. Mais les États-Unis appuient sur les boutons et essayent d'aller aussi loin qu'ils le peuvent. Donc, vous savez absolument, les Russes ne veulent pas se battre, tout comme les Chinois ne veulent pas se battre. Ils ne veulent pas de guerre. Mais ils indiquent aussi que s'ils doivent franchir le seuil, s'ils doivent monter l'échelle de l'escalade, ils le feront. Et l'Oreshnik est une arme très intéressante parce que c'est une arme stratégique non nucléaire. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une arme qui possède la force et la capacité de destruction d'une arme nucléaire, mais qui n'est pas nucléaire. Elle fonctionne uniquement grâce à l'énergie cinétique qu'elle génère lors de son vol hypersonique incroyablement rapide. Les États-Unis ne disposent d'aucun moyen pour contrer cela, pour relever ce défi. Et même si l'on retirait Oreshniks de l'équation, on a également constaté que le bouclier antimissile américain, la capacité des États-Unis à se défendre, a été mise à l'épreuve. Elle a été testée de manière approfondie. Lors de la récente guerre Israël-Iran, la guerre de 12 jours, il s'est avéré totalement insuffisant. Réfléchissons à ce qui s'est passé lors de l'échange entre l'Iran et Israël. Eh bien, vous savez, la vraie promesse 3 a été le plus grand lancement de missiles balistiques de l'histoire. 550 missiles. Nous ne savons pas exactement combien ont atteint leur cible, mais nous savons que les dégâts ont été tels qu'Israël a dû jeter l'éponge et qu'il a aussi dissimulé l'ampleur des destructions. Cela fait actuellement l'objet d'une censure. Donc, quoi qu'il se soit passé, nous savons que c'était significatif. Dans ce processus, nous savons aussi que les États-Unis ont tout mis en œuvre contre la capacité de missiles de l'Iran. C'est-à-dire, ils ont amené des batteries Patriot d'autres théâtres d'opération. En fait, ils ont déclaré que c'était l'engagement le plus intense de l'histoire de l'arme Patriot.
Ils ont également déployé le système THAAD. Les Israéliens eux-mêmes disposaient de David Sling, Arrow 2 et Arrow 3, ainsi que du dôme de fer, donc plusieurs couches de systèmes de défense. Et les Iraniens ont réussi à démolir tout cela avec ce qui semblait être en grande partie des missiles balistiques conventionnels. Cela envoie donc un message très très fort aux États-Unis. Vous n'avez plus la domination dans l'escalade. Vous n'avez plus de bouclier antimissile. Vous n'avez plus l'impunité d'attaquer des pays avec des armes à distance, comme vous l'avez toujours fait. Et si vous pensez à cette équation, et qu'en plus de cela, vous ajoutez les armes hypersoniques comme l'Oreshnik, qui, comme je l'ai dit, sont des armes stratégiques non nucléaires, alors je pense que les États-Unis, s'ils réfléchissaient sérieusement, diraient, vous savez, nous devons immédiatement négocier la paix. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Ils ne connaissent qu'une seule chose, c'est l'escalade et l'avancée. Ils n'ont pas de marche arrière. Ils n'ont même pas, vous savez, de point mort. Le point mort ne sert à pouvoir repartir en avant. Et donc c'est un moment extrêmement dangereux. Et nous devons comprendre que, comme l'a dit Brian, les États-Unis feront encore plusieurs autres choses. Ils mènent une guerre à spectre complet. À mesure que la guerre conventionnelle devient de moins en moins viable, ils vont mener, vous savez, des guerres sales, des petits conflits, des opérations de changement de régime, des révolutions de couleur, créant essentiellement le chaos à travers le monde, et certainement partout en Asie. Et puis, l'autre chose dont nous savons qu'elle est en préparation, ce sont les armes nucléaires tactiques, dont Elbridge Colby parle depuis au moins une décennie. Nous savons également que la guerre de l'information va continuer à s'accélérer. La principale force des États-Unis, au-delà de toute autre compétence ou capacité, c'est leur aptitude à mystifier, à endoctriner et à mener une guerre de l'information. Donc, encore une fois, il faut s'attendre à un niveau encore plus élevé de propagande et d'endoctrinement. Les États-Unis ne peuvent vraiment pas rattraper la Russie. Ils essaient. Mais ce qui est une contradiction si intéressante pour les États-Unis en ce moment, concernant des développements comme l'Oreshnik, c'est que leur doctrine a toujours été de « gagner les guerres », entre guillemets, rapidement, n'est-ce pas? Domination totale et agressivité. Éliminer l'ennemi, entre guillemets, aussi vite que possible. Changer de régime aussi vite que possible. Voilà la victoire. Or, avec la Russie, il y a un engagement dans une guerre longue, car cela n'a jamais vraiment été envisagé autrement. Et c'est une contradiction dangereuse lorsque les États-Unis ont à la fois ce besoin de maintenir le conflit et que la Russie va continuer à avancer en développant sa propre base industrielle, ce qui pourrait mener à un processus parallèle entre les deux de conflits sans fin. Et cela semble être le seul choix qu'il reste aux États-Unis, et ils y sont très attachés. Je serais très prudent avant de sous-estimer les États-Unis. Non, ils n'ont pas la puissance industrielle nécessaire pour mener une guerre d'usure prolongée contre la Russie, la Chine ou même l'Iran. Nous avons vu les difficultés qu'ils ont rencontrées dans ce conflit, comme Kaiji vient de le souligner. Le problème, c'est que les États-Unis en sont parfaitement conscients. Ils savent que c'est une faiblesse. Elle est inhérente au système qui représente les intérêts particuliers américains. Cette quête de pouvoir et de profit, au détriment du sens, l'incapacité à créer des entreprises publiques qui faciliteraient réellement la puissance militaire nécessaire pour prendre et conserver le pouvoir par la force, uniquement par la force. Mais voyez-vous, les États-Unis ont développé toutes ces autres options. Ils disposent d'une puissance économique considérable. Ils continuent de l'exercer. Je viens de voir les États-Unis contraindre plusieurs nations de l'ASEAN ici, en Asie du Sud-Est, à accepter ces... Je n'irai même pas jusqu'à les qualifier d'accords commerciaux.
Il s'agissait de concessions commerciales et de coercition commerciale. Et ils sont capables de faire cela grâce à leur puissance économique et à tous les autres instruments de pouvoir non militaires que les États-Unis ont perfectionnés au cours des dernières décennies. Je reviens sans cesse sur cette capacité des États-Unis à infiltrer un pays politiquement, à s'emparer de son espace informationnel, de son système éducatif, à manipuler le système politique lorsqu'il s'agit d'une nation dotée d'une démocratie de style occidental, soi-disant. C'est un système que les États-Unis et les Britanniques ont imposé à nombre de ces pays en dehors de l'Occident, précisément parce qu'il leur permet d'intervenir, d'interférer dans ce système et de créer à chaque élection des résultats qui leur sont favorables et servent leurs intérêts, au détriment des intérêts du pays qui organise ces soi-disant élections. Et les États-Unis exercent encore un pouvoir immense sur de nombreux pays et ont carrément capturé politiquement toute l'Europe, ainsi que le Japon et la Corée du Sud. Ils ont pris la province insulaire de Taïwan et l'ont également capturée politiquement. Cela fait partie de la Chine, mais cela a été capturé politiquement par les États-Unis. Et les États-Unis s'immiscent dans des pays où ils rencontrent des succès variables, ici en Asie du Sud-Est. Il y a eu ce conflit frontalier entre la Thaïlande et le Cambodge. Les dynamiques à l'œuvre étaient précisément dues au fait que les États-Unis exercent une influence sur pratiquement l'ensemble du gouvernement cambodgien. C'est un gouvernement à parti unique, contrôlé par une seule famille, et ils se sont fortement rapprochés des États-Unis au cours de l'année écoulée. Ils ont également pris le contrôle politique du système politique, de l'espace informationnel et du système éducatif ici en Thaïlande. Il y a actuellement un régime client soutenu par les États-Unis au pouvoir ici. C'est ainsi qu'ils parviennent à amener ces pays à faire des concessions, à conclure des accords, à prendre des mesures, à adopter des politiques qui servent les intérêts américains à leurs propres dépens et créent ces dilemmes pour des nations comme la Russie, l'Iran et la Chine. Ces nations se trouvent à leurs frontières. C'est une super arme que les États-Unis possèdent et utilisent. Et c'est ainsi qu'ils réagissent à la réalité. Non, ils ne peuvent pas mener une guerre totale contre la Russie et la Chine directement, mais ils disposent d'autres moyens pour poursuivre ce conflit. Je veux juste rappeler aux gens que tout le conflit en Ukraine n'a jamais eu pour but de vaincre la Russie. Il s'agissait d'épuiser la Russie. Il existe littéralement un rapport intitulé « Épuiser la Russie », publié par la Rand Corporation en 2019, qui dit « Nous voulons ce conflit. Nous allons jeter l'Ukraine dans ce conflit. Nous savons que l'Ukraine sera détruite, mais cela augmentera le coût pour la Russie. Cela surexploitera la Russie. » Cela va immobiliser la Russie. Et c'est là que l'enchaînement stratégique entre en jeu. Si les États-Unis s'étaient simplement détournés de la Russie pour se concentrer sur l'Iran ou la Chine, sans créer ce bourbier pour attirer la Russie en Ukraine, la Russie aurait pu se réorienter et consacrer toutes ses ressources à soutenir l'Iran ou la Chine. Mais parce que les États-Unis ont créé ces dilemmes pour la Russie en Ukraine, pour l'Iran dans tout le Moyen-Orient, et pour la Chine en ce qui concerne Taïwan, l'Asie du Sud-Est et la mer de Chine méridionale, ils ont verrouillé tous ces pays sur place. Et c'est ce qui leur permettra d'attaquer et de vaincre un à un ces trois piliers du multipolarisme. Poutine y a fait allusion lors de sa conférence de presse avec Alexandre Loukachenko de Biélorussie. Voici ce qu'il a dit. Je vais remettre le son en sourdine, car c'est en russe avec des sous-titres. Dans le monde moderne, cela a toujours été important. Mais aujourd'hui, la souveraineté joue un rôle particulièrement clé, on pourrait dire, y compris pour le développement économique. Il était clair que l'Union européenne ne possédait pas tant de souveraineté. Aujourd'hui, il est devenu évident qu'elle n'existe plus du tout.
Et cela s'accompagne immédiatement d'une situation critique et de pertes économiques qui en découlent. La Russie, la Chine, je veux dire ces pays défendent la souveraineté de manière très forte, selon l'analyse de Brian. Mais quelle est votre réaction à tout cela? Eh bien, vous savez, je pense que nous avons déjà eu cette discussion. Comme le dit Brian, la super-arme des États-Unis, c'est la guerre de l'information. Ils dominent l'espace informationnel et l'espace mental. Et ils y parviennent parce qu'ils ont eu des siècles de pratique, essentiellement dans la propagande. C'est du marketing, c'est de la propagande, c'est aussi de la doctrine religieuse. Toutes ces choses se combinent d'une manière extrêmement puissante, ce qui leur permet de contrôler et d'avoir littéralement un monopole sur l'espace de l'information. Et ils contrôlent aussi le matériel qui permet l'accès ou la diffusion de l'information. Donc c'est vraiment un problème très difficile à résoudre. Mais en ce qui concerne spécifiquement la notion de souveraineté, les États-Unis considèrent tout pays qui affirme sa souveraineté comme autoritaire. Ainsi, par exemple, la Chine est considérée comme autoritaire parce qu'elle défend sa souveraineté. Or, techniquement, le système mondial est censé être composé d'États souverains. Cela remonte en fait au traité de Westphalie, cela a au moins 4 siècles. Et bien sûr, ce principe a été consacré par l'ONU et dans les principes de Bandung sur la souveraineté et la non-ingérence. Mais tout cela a été jeté aux oubliettes, si tant est que cela ait jamais été autre chose qu'une façade. Plus précisément, au début des années 2000, les États-Unis ont avancé une doctrine selon laquelle la souveraineté est conditionnelle. Conditionnelle à quoi? Eh bien, ils ont dit qu'elle dépendait de la bonne gouvernance et des droits de l'homme. Ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est qu'elle dépend du fait que vous soyez un bon vassal, que vous acceptiez d'être soumis à l'hégémon. Ainsi, les États-Unis ont construit tout un vocabulaire qui leur permet de s'approprier le système mondial. Comme je l'ai dit, opération signifie guerre, défense signifie attaque, sécurité signifie hégémonie. Donc chaque fois que les États-Unis parlent d'assurer la sécurité, ce dont ils parlent réellement, c'est d'assurer l'hégémonie américaine. Chaque fois qu'ils disent dissuader, par exemple, dissuader la Chine, ce dont ils parlent en réalité, c'est de provoquer la Chine. Et bien sûr, cette notion de souveraineté a été complètement vidée de son sens originel, car les États-Unis nourrissent cette ambition hégémonique de contrôler tous les pays du monde. Or, cela leur échappe peu à peu. De toute évidence, la Russie, la Chine et l'Iran sont des États souverains, tout comme de plus en plus de pays du Sud global. Mais malgré tout, la capacité des États-Unis, le pouvoir de contraindre et de faire pression sur d'autres pays, reste significative. Et comme Brian l'a souligné, nous l'avons vu dans la façon dont ils se sont tous plus ou moins désolidarisés et ont capitulé un à un face aux tarifs douaniers de Trump. Je veux dire, un exemple parmi d'autres est la Corée du Sud, qui a accepté des droits de douane de 15% et des investissements et achats d'une valeur de 450 milliards de dollars, dont 350 milliards que la Corée du Sud s'est engagée à investir aux États-Unis. Or, ce qui est délicat ici, c'est que cela représente à peu près l'ensemble des réserves de change de la Corée du Sud. Autrement dit, ils vont vider leurs poches pour plaire ou apaiser l'hégémon. Cela dit, je ne veux pas que nous pensions que tout est perdu et que le jeu est entièrement à sens unique. Encore une fois, si vous regardez la Corée s'est récemment débarrassée du collaborateur américain Yoon Suk-yeol. Il a littéralement été destitué, évincé. Et maintenant, ils ont un dirigeant beaucoup plus progressiste qui fait de son mieux, premièrement pour ne pas subir de coup d'État, et deuxièmement pour opposer une certaine résistance à l'Empire. Si l'on observe les discussions autour des manœuvres géostratégiques en Asie de l'Est, la Corée est de plus en plus vulnérable. Les ambitions pour la Corée semblent de plus en plus réduites,
et le rôle du Japon est beaucoup plus mis en avant ou accéléré. Plus récemment, il y a eu des discussions américaines sur l'utilisation d'armes nucléaires avec le Japon. Taïwan, bien sûr, est la pointe de lance des ambitions américaines en Asie de l'Est. Mais une fois de plus, très récemment, ils ont tenté d'initier un coup d'État législatif. Ils allaient rappeler tous les parlementaires de l'opposition qui s'opposaient à leur escalade vers la guerre et ils ont en fait été complètement écrasés dans les urnes. Cela montre qu'il existe actuellement une résistance considérable sur le terrain. Le parti DPP de Taïwan, vassal des États-Unis, vacille, tout comme les États-Unis eux-mêmes, car les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Et bien sûr, le Japon souffle le chaud et le froid. Ishiba suit l'agenda de Shinzo Abe, qui consiste en une remilitarisation rapide, mais il a aussi été un peu imprévisible. Il a dit par le passé que, oui, nous voulons soutenir les États-Unis. Nous sommes heureux d'avoir des bases américaines sur notre territoire. Mais en tant qu'État souverain, par souci de réciprocité, nous aimerions également installer des bases militaires japonaises sur le territoire souverain des États-Unis. Vous savez, cela n'a pas été bien accueilli. Et il semble qu'il va être évincé. Mais il existe des contradictions au sein du système, et ce sont ces éléments que nous devons rechercher. Nous devons identifier où se trouvent les contradictions, voir où il y a des failles, puis nous devons en quelque sorte les élargir et permettre à ces contradictions d'être visibles et présentes. Pour les États-Unis, à mesure que leur empire perd réellement la capacité d'entraver le développement de quelque chose comme la multipolarité, ils deviennent de plus en plus désespérés. Et plus ils deviennent désespérés, oui, il y a beaucoup de faiblesse et de déclin. Mais lorsqu'un empire est acculé, il riposte autant et aussi violemment qu'il le peut. Et c'est exactement ce qu'il fait actuellement. Et c'est pourquoi, Brian, pour répondre à ton point, les États-Unis ont totalement, leur politique étrangère est totalement arrivée à la conclusion qu'il n'y a pas de véritable, entre guillemets, défaite de la Russie, en dehors de la poursuite de ce conflit, aussi longtemps que possible. Et ils espèrent, en observant si cela se produit, que cela ouvrira des opportunités à l'avenir que nous ne pouvons peut-être pas prévoir, et qui leur permettront d'obtenir ce qu'ils veulent, à savoir, bien sûr, le démembrement de la Russie. Oui, je veux simplement rappeler aux gens que parce que la Russie était occupée en Ukraine et l'est toujours, les États-Unis ont pu, finalement et complètement, démanteler la Syrie. Ensuite, comme cela a été une condition préalable à une guerre totale contre l'Iran, ils ont fait avancer cet agenda vers une véritable guerre avec l'Iran, qui est toujours en cours. Elle est en pause, les combats ouverts sont en pause. Tout le monde, de tous les côtés, se prépare pour la prochaine phase. C'est loin d'être terminé là-bas. Et je veux souligner que, oui, la Chine possède une puissance militaire considérable. Elle continue de croître. Mais je veux rappeler aux gens que les États-Unis, encore une fois, disposent d'une armée à l'échelle mondiale et que les plans et politiques qu'ils mettent en place, ainsi que ce qu'ils préparent concrètement, nu visst swearing de Latlemen et le vaincre son propre gothi ou le lantot. Ils cherchent à créer un conflit, à augmenter le coût pour la Chine, puis à utiliser tout conflit comme prétexte pour couper le transport maritime chinois dans le monde entier. Ils mettent en place les éléments nécessaires pour y parvenir. Et Danny, tu parlais de ce jeu de guerre du CSIS. Je ne sais pas si tu l'as mentionné pendant l'émission, mais avant que nous soyons en direct, tu parlais du CSIS, l'un de ces think tanks financés par des entreprises. Ils évoquaient la simulation d'un blocus chinois de leur propre province insulaire de Taïwan et toutes les différentes conséquences possibles. Et l'un des résultats était que les États-Unis pourraient utiliser cela comme prétexte pour isoler la Chine diplomatiquement, politiquement et économiquement.
Et ils vont provoquer cette guerre. Qu'ils la gagnent ou non n'a pas d'importance. Ils s'en serviront comme prétexte pour couper le transport maritime chinois, pour isoler la Chine de toutes les manières dont ils ont essayé d'isoler la Russie. Je vois des gens dans les commentaires qui ne savent pas si je dis que les États-Unis vont gagner ou non. Je ne dis pas qu'ils vont gagner ou perdre. Je dis simplement qu'il ne faut pas les sous-estimer. Ils sont extrêmement dangereux, et ce qu'ils n'ont pas en production militaro-industrielle, ils le compensent largement par l'ingérence politique, la subversion et la captation politique. Oui, et je dirais que gagner n'est vraiment plus la question pour l'establishment de la politique étrangère américaine, car il essaie de maintenir un empire. Et à bien des égards, la Chine et la Russie ont déjà gagné dans de nombreuses catégories cruciales. Brian, tu as mentionné plus tôt la production militaro-industrielle de la Russie. Elle a gagné sur ce point. C'est fait, c'est arrivé. Si les États-Unis peuvent prolonger cela suffisamment longtemps, peut-être qu'ils pourront garder l'Ukraine et passer à d'autres fronts, comme la Moldavie ou autres, et trouver des moyens d'encercler militairement et politiquement la Russie. Mais sur le simple fait de la production militaro-industrielle, la Russie a gagné. Et la Chine, économiquement, a déjà gagné aussi. Sauf peut-être en termes de PIB pur. Pour les États-Unis, la vraie question est de savoir comment arrêter cela. Et c'est ce qu'ils feront à tout prix. Quitte à aller jusqu'au coup ultime, à savoir un conflit nucléaire. Quelque chose dont Donald Trump parle ouvertement comme si c'était une blague. Et ce n'en est pas une. It's a joke, and that is no joke.